Merci. Je me suis appuyé en fait beaucoup, non seulement sur le texte que je connaissais pas, c'est comme avec le cas de Ellen West. Moi, comme je vous avais dit l'année passée, j'avais étudié Binswanger sur le plan beaucoup plus théorique de son anthropologie, etc. Et là, c'était pour moi la deuxième occasion de découvrir un récit plus précis, une histoire plus précise d'un cas de Binswanger. Par contre, ce que je sais depuis quelques années, sans connaître très bien Aby Warburg, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai amené ça, il a une influence considérable sur l'histoire de l'art contemporain, sur la philosophie contemporaine, notamment de ce philosophe et historien de l'art qui s'appelle Georgi Duberman. Je vous ai copié un petit passage. Et là, le livre s'appelle L'image survivante, histoire de l'art étant des fantômes selon Aby Warburg. Je vous ai une petite copie ici. Donc, rien que ce texte, qui est tout à fait massif, qui date de 2002, où, disons, Georgi Duberman part notamment de Freud depuis très longtemps, depuis qu'il a commencé son travail, et de Aby Warburg pour essayer de repenser une nouvelle approche de l'image. Et il s'avère que dans ce texte que j'ai ressorti pour l'occasion, il y a un passage assez long, assez intéressant, qui s'appelle l'image symptôme. Ça, c'est un concept particulier du philosophe en question. Et puis, le point de vue du symptôme, Warburg vers Freud, et il y a tout un chapitre qui est consacré au moment où Aby Warburg va en clinique chez Binswanger, et je me suis aussi appuyé là-dessus pour préparer 2-3 questions que je voulais vous soumettre de cette lecture. L'autre texte sur lequel je ne me suis pas appuyé, mais juste pour vous dire, c'est que vous savez, vous avez peut-être déjà entendu, j'y reviendrai, que quand Warburg est sorti en 24 de l'hôpital et jusqu'en 29, en fait, il a créé quelque chose qui est un peu le résultat de tout ce qu'il avait fait auparavant, mais qu'il a réussi à mettre en forme, qui s'appelle l'Atlas Mnemosyne, et puis qui est une immense œuvre avec des grands tableaux, etc., où il avait disposé, et qui reste encore aujourd'hui, alors il a consacré un livre complet à ça aussi, une espèce de référence et d'interrogation pour les historiens de l'art et les philosophes. Je dis bien les historiens de l'art, les philosophes, peut dire aussi les historiens de l'image, puisqu'il a précisément inventé l'iconologie. Alors, en lisant un petit peu le texte et en lisant ensuite ce qu'en a dit Georgi Duberman, que je connais un petit peu mieux, je me suis rendu compte d'une chose que je ne savais pas, c'est que c'est en sortant précisément, c'est en sortant de la clinique qu'il a réussi finalement à mettre en œuvre des choses qu'il n'avait pas réussi à mettre en œuvre auparavant. Donc on dirait que cet épisode clinique, dont je vais vous dire 2-3 choses, a été, et il le dit lui-même, d'abord une traversée infernale, mais vers quelque chose qui n'est pas simplement un retour à l'état de santé auparavant, mais qui est une véritable capacité de travail totalement décuplée. Et un des points qui va m'intéresser avec vous, c'est qu'il lui semble, je reviendrai sur une lettre qu'il a rédigée à ce propos, il lui semble que les psychiatres autour de lui, notamment Binswanger, Kraepelin, etc., n'ont pas compris, n'ont pas réussi à saisir que le moteur ou la ressource essentielle du processus de guérison pour lui, c'était le travail, justement. J'aimerais me concentrer un peu là-dessus, parce que je trouve que c'est ce qui fait la spécificité particulière de ce cas. Quelques rappels, vous en avez déjà parlé. Donc, Aby Warburg est entré à la clinique Bellevue, dirigée par Ludwig Binswanger, entre le 15 et le 16 avril 1921. À cette date, il a 54 ans, c'est assez important. Et il quittera définitivement la clinique le 12 août 1924. Ayant, selon toute apparence, guéri d'une maladie dont le pronostic était extrêmement négatif depuis le départ. En fait, il faut attendre l'arrivée de Kraepelin, puis la nouvelle détermination de la maladie comme mixte, c'était dit à l'époque, maniaco-dépressif, pour qu'il y ait un pronostic, comme vous avez vu, qui change. Au départ, le pronostic était très défavorable. Et étonnamment, Binswanger, même après, je me suis interrogé là-dessus, même après la venue de Kraepelin, il a mis déjà du temps à accepter ce nouveau diagnostic. Il a mis du temps finalement à se dire que c'était peut-être bien de ça qu'il s'agissait. Il y a eu un décalage entre son propre diagnostic et celui de Kraepelin, qui sans doute était le bon. On y reviendra. Il est sorti donc le 12 août 24 de la clinique. Et puis, il est mort, c'est important, en date du 26 octobre 1929, hasard de l'histoire, c'est au mi-temps exact du crash boursier. Ce crash boursier
commence le jeudi 24 octobre, le Black Thursday, et puis il finit le mardi d'après. Et au milieu de ce krach boursier, Aby Warburg meurt. Je dis pourquoi je souligne ça? Parce qu'en fait, il est mort jeune finalement, si on veut, selon nos catégories, et même selon les catégories de l'époque, mais en même temps, il est mort, il n'aura pas vu ce qu'auront été les conséquences du krach boursier sur l'histoire de l'Allemagne, à savoir que tout le monde le sait, l'avènement en 1933 d'Hitler, puisque l'Allemagne était ruinée en raison du krach pour des raisons économiques, et il aurait vu, s'il avait été vivant, s'il avait survécu, une catastrophe qui fait qu'on peut se demander comment il aurait réagi, parce qu'on sait très bien, et là par exemple, le livre que j'ai lu sur lui de Didier Huberman le dit, il a été incroyablement marqué par la Première Guerre mondiale. C'était un ressort de l'éclosion de sa psychose. Ces symptômes ont surgi à la fin de la première liée à la première. Donc lorsque vous dites comment il aurait réagi, vous pensez à... C'est-à-dire qu'on a l'impression, en tout cas, mais c'est une question ouverte, on a l'impression qu'à un moment donné, c'est une des hypothèses que fait Didier Huberman, il y a eu une forme d'indistinction entre sa vie subjective et l'histoire qui était la sienne, et qui était celle de l'Europe à ce moment-là. À tel point, comme vous le savez, qu'une des phases importantes, disons, dans la caractérisation de son délire, c'est qu'il s'est cru lui-même responsable de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Donc, on reviendra là-dessus par des petits extraits, mais disons, je me suis dit, c'est quand même c'est un hasard, quoi, mais qu'il soit mort au milieu de ce krach qui va avoir un effet, non seulement en Amérique, mais sur le monde entier, on connaît les résultats. Comment aurait-il réagi à une telle nouvelle puissance malsaine? C'est une question totalement ouverte. Mais il faut savoir en même temps, et ça les commentateurs le disent, mis à part peut-être cet épisode où il se serait passé quelque chose juste avant sa mort, que globalement, durant toute cette période, il a réussi à travailler de manière efficace jusqu'à sa mort. On le sent dans le texte. Il part faire des conférences, il va avec son fils en Scandinavie, il monte sa bibliothèque, il a l'air extrêmement actif. Il a un rapport, c'est pas dit dans le texte, mais il a un rapport, parce qu'il y a quelques lettres, il a un rapport très étroit avec Binswanger. Ils s'écrivent. Là, on n'a qu'une petite partie de la correspondance. Moi, j'ai pas tout lu, j'ai lu des extraits dans d'autres. Mais ils s'écrivent beaucoup. L'œuvre de Binswanger, les textes qu'il avait écrits jusqu'à cette époque, c'est-à-dire pas l'essentiel de son œuvre, parce que l'essentiel de l'œuvre de Binswanger commence plutôt dans les années 30, en fait, donc au-delà de la mort de Warburg. Ces textes à Binswanger étaient, semble-t-il, en bonne place dans la bibliothèque, il les avait placés avec des dédicaces, etc. Donc, il semble, en tout cas, c'est une des hypothèses de Didier Huberman, qu'ils aient gardé, et ça on ne voit pas très bien dans le livre, un lien assez étroit, finalement, une correspondance assez étroite. On le sent, donc, à la fin, on le sent, oui. Dans les extraits, et puis ils parlent de leur famille, de la femme de Binswanger qui est au lit parce qu'elle a des coliques. Non, le sentiment que j'avais, c'est qu'il y avait une admiration réciproque. Oui, sans doute. J'aurais bien voulu avoir plus de textes de Binswanger lui-même à disposition, notamment parce que là on a des notes, mais on ne sait pas, on n'a pas comment on appelle ça, les cahiers d'hôpitaux, quoi, ce qu'il avait noté, on n'a pas ça à disposition, tandis que dans le cas Allen West, vous vous souvenez, on avait beaucoup plus à disposition de choses. Bref, si on compte le temps qu'il est resté à la clinique de Bellevue, c'est 40 mois, sans interruption notable. Il faut savoir qu'auparavant, à partir de novembre 18, il avait passé à peu près 2 ans et demi dans d'autres cliniques. Ça veut dire que c'est quand même, c'est nos critères contemporains, je pense, mais c'est vous qui êtes les spécialistes, c'est quand même une hospitalisation relativement longue, puisque ça fait quasiment 5 ans d'hospitalisation tout, si je calcule bien. 6. Depuis 18, ouais. 2000. Je crois qu'il est d'abord allé à la clinique de l'INA à Hambourg, via ses lettres avec... bref, je ne sais plus le professeur. Et puis ensuite, il va à Iéna. À Iéna. Et c'est là qu'il est avec Hansberger, je crois, justement. Ouais. Qui commence à travailler avec Hansberger, ou Berger, je ne sais pas comment. C'est Berger, je crois. En tout cas, c'est un temps complètement différent. Les hospitalisations à l'époque étaient beaucoup plus longues qu'aujourd'hui. Déjà, c'était avant les neuroleptiques et avant les assurances maladie aussi, qui forcent actuellement à des hospitalisations très courtes pour que ça soit plus économique. Bon, là, il avait un frère banquier, donc ça va rouler. Il n'avait pas... Oui, là, c'était une clinique de riches. C'était une clinique de riches. Il faut savoir par exemple que Ellen West, dont on avait parlé il y a une année en arrière, elle est arrivée la même année, vous vous souvenez, le janvier 21. Ils étaient ensemble. Non, janvier 21, elle est partie en mars, elle s'est ôté la vie en mars.
Il est arrivé un mois après. Ah, Elle faisait partie. Non, elle faisait partie de sa parents. famille. Hein, Je me suis demandé s'ils se sont vus là-bas. J'ai recontrôlé aujourd'hui. Non, elle s'est suicidée en mars 21 et il est arrivé un mois après, en fait. Juste avant son arrivée, il faut quand même savoir pour la petite histoire, mais c'est pas qu'il y avait Nijinsky qui était. Mais il l'a côtoyé. Et Anao. Anao, exactement. Ouais, tout à fait. Nijinsky et Anao, qui d'ailleurs, les deux, ils ont assisté à la conférence dont vous avez parlé. Ouais, donc c'est vraiment. Et on sent que c'était aussi des gens, en effet, fortunés. Il y avait notamment aussi Charles Bailly, qui était celui qui a publié Les Cours de Saussure. Hein. Ah oui, il était là-bas. Hospitalisé à cette période non, un peu plus tard, je crois. Enfin, on voit que c'était quand même une clinique, pour le dire très clairement, où n'allaient que des gens qui avaient une certaine fortune. D'ailleurs, j'ai eu des intellectuels. Les intellectuels. Ce qui était intéressant. D'ailleurs, j'ai voulu, évidemment, je me suis dit, ben tiens, comme j'avais des choses à faire, mais c'était ma première semaine, je pourrais prendre un jour pour aller la visiter, et je me suis rendu compte qu'elle a été détruite. Oui, moi aussi, je suis allé là-bas, mais on ne la trouve pas. Sa petite fille est architecte et travaille avec Herzog de Meuron. Et elle n'a pas mis son nom parce qu'ils sont trois, Herzog de Meuron, et Bieswanger, à cause du nom Bieswanger. Elle n'a pas voulu mettre là, et puis elle a dit non, on a tout démoli. Ils ont tout démoli, ouais. Et c'était une clinique très prospère. J'ai vu, ils construisaient des maisons à chaque 2 ans pratiquement. Il y avait une nouvelle maison, ça devait être un parc. Immense, n'est-ce pas, où ils faisaient des maisons à chaque 2 ans, et il y avait, c'est un travail de fou, je ne sais pas comment ils réussissaient à écrire des livres en dirigeant cette clinique, en voyant des patients et en plus en écrivant. Mais il parle en plus de, c'est drôle, dans les échanges, il dit voilà, ça a prospéré, on a 20 patients de plus que l'année passée, et 40 de plus par rapport à il y a 2 ans. On voit l'homme d'affaires comme ça qui est... Il peut passer de l'homme d'affaires au philosophe aussi. Dans la bonne lettre, avec les notions philosophiques, les chants sur la famille et les comptes et le devis à payer. C'est temps pour l'avion, temps pour... on a cherché après, on a cherché. Et c'est après coup que j'ai su de cette petite fille par hasard. On peut bien chercher Kreuzlingen pour voir les restes, juste l'endroit. Voilà, mais je pense qu'au prix du terrain, la Suisse. Ça doit avoir des immeubles. C'est pas possible de garder ces maisons comme ça et passer dans un parc. Ça semblait un parc d'une très grande ampleur, c'est pour ça que j'avais envie d'aller voir. Je me suis pas rendu compte que ça avait été. En lisant le livre, j'étais frustré en me disant ça serait sympa d'aller voir cette clinique. Oui, tout à fait. Ouais. Alors bon, voilà, ça c'est pour le